Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler d'une affaire étrange, le vol Rwandair 205. Nous sommes le 12 novembre 2009 et un avion de type CRJ-100 s'apprête à aller à Entebbe en Ouganda. Entebbe, je vous en parlerai un jour. C'est un aéroport où il y a eu une grande histoire dans les années 70. Des Israéliens ont eu maille à partir avec des locaux. Et jusqu'à maintenant, les images qui circulent sur la tour de contrôle d'Entebbe, on voit que elle comporte des impacts de balles par endroits, elle est comme une passoire. Et ça témoigne un petit peu de la violence des affrontements qui ont eu lieu pour une histoire d'otages. Toujours est-il, revenant à Kigali en 2009, et je disais que le CRJ-100 qui s'apprêtait à partir pour Entebbe est un avion de type régional. Il a 2 réacteurs. Et puis, il est capable de faire des vols courts courriers, voire même du moyen courrier si on le pousse un petit peu aux confins de son rayon d'action. L'appareil n'appartenait pas à Rwandair réellement. C'était du wet lease d'une compagnie qui s'appelait Jetlink et c'est une compagnie kenyane. Alors, la compagnie kenyane fournissait durant cette saison-là 2 appareils de type CRJ-100. Elle fournissait leurs équipages et Rwandair, bien sûr, fournissait les hôtesses de l'air, les passagers, le carburant et tout le reste. Il y a 15 personnes dans l'avion à la fermeture des portes. Il y a 10 passagers en partance pour l'Ouganda, 2 hôtesses de l'air, ça fait 12. Il y a un commandant de bord, un homme assez expérimenté, presque 12 000 heures de vol. À sa droite, il y a une copilote, elle est jeune, elle a fini depuis quelque temps sa formation en Australie. Elle est assise à sa droite, je disais, et ça nous fait 14 personnes. Il y a une 15e personne, et c'est un mécanicien navigant. Assez étrange, parce que le métier de mécanicien navigant s'est éteint littéralement depuis la grande époque du DC-10, du 747 classique, du 727, du DC-8, du 707. On ne trouve plus sur les avions modernes, et en particulier de cette taille, encore moins des mécaniciens navigants. Néanmoins, la compagnie avait jugé utile d'en mettre un parce que ces avions avaient énormément de bobos techniques. Les pièces manquaient, la maintenance était limite, et donc ce gars assis parmi les passagers auxquels les hôtesses servaient constamment à boire, c'était le mécano. L'avion s'aligne pour décoller. Les pilotes avancent les manettes des gaz. Au moment où ils arrivent à afficher la puissance de décollage, à cet instant, ils constatent que le réacteur numéro 1, le réacteur de gauche, voit sa manette coincée. La manette refuse de bouger. Une fois qu'elle arrive au maximum, il tente un petit peu, comme il dépasse un petit peu la puissance de décollage, il tente de revenir légèrement en arrière, et là la manette est coincée. Il décide de continuer le décollage en se disant une fois en vol, on va la dépanner. Maintenant, vous savez, dans l'aviation, il y a énormément de règles empiriques. Il y en a une, bon, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Mais les problèmes qui sont difficiles à régler au sol, en général, deviennent beaucoup plus compliqués une fois que l'avion est en l'air. Rotation, il décolle, quitte le sol, rentre le train d'atterrissage, arrive à 4000 pieds. Là, il décide de réduire les gaz. Sur le moteur droit, ça se passe normalement. Il réduit. Sur le moteur gauche, pas moyen de lui faire quitter le régime de décollage. Ils appellent le mécanicien. Il arrive dans le cockpit. Lui aussi tente. Et puis, il finit par se rendre à l'évidence. Voilà, présentement, la manette est coincée. Il n'y a pas moyen de la bouger. Les pilotes appellent la tour de contrôle et la décision est prise de revenir atterrir. Ils font demi-tour, s'alignent pour atterrir. La première approche, ils sont obligés d'abandonner et remettre les gaz parce que l'avion a trop d'énergie. C'est très difficile de poser un appareil avec un moteur qui pousse autant. Ils repartent, font demi-tour. Et la deuxième fois, il faut saluer la prouesse quand même, et ils réussissent malgré tout à poser. Ils posent, commence à freiner, et à ce moment-là, les pneus vont se dégonfler, ils vont surchauffer, parce que les avions sont freinés par des disques
par des freins à disque, hein, comme dans les voitures, sauf que il y a de nombreux disques, les uns derrière les autres, et qui sont attaqués par plusieurs pistons, par de nombreux pistons, pas comme sur les voitures où il y a les plaquettes que sur un côté. Là, c'est pratiquement sur toute la circonférence du disque. La friction fait que la température augmente, elle se communique à la jante, elle se communique à la roue, et puis la roue finit par, la pression augmente et les roues finissent par se dégonfler. Côté gauche, elles se dégonflent. Il faut savoir une chose, sur les avions de ligne, un atterrissage même normal, il suffit que la piste soit peut-être un peu plus courte que d'habitude ou que les pilotes freinent un peu sèchement pour pouvoir sortir à une bretelle qui les intéresse, et les freins sont poussés littéralement presque à leur maximum. D'ailleurs, les avions de ligne sont incapables, juste après un atterrissage, de redécoller. Parfois, par exemple sur les Airbus, il y a même des alarmes qui disent ne pas décoller tout de suite, attendre que les freins refroidissent. Pourquoi? Parce que des freins chauds sont inefficaces, et si l'avion se réaligne pour décoller, s'il a le moindre problème, il ne pourra pas annuler son décollage, et ce sera la sortie de piste garantie. Tous les calculs d'accélération arrêt sur les avions de ligne sont basés sur des freins qui sont à leur puissance nominale. Donc il faut qu'ils soient froids au moment où l'avion commence à accélérer. Toujours est-il qu'ils réussissent à arrêter l'avion sur la piste. À ce moment-là, ils ne souhaitent pas évacuer, ils veulent aller quand même au terminal. Ils continuent à rouler au terminal à la puissance maximale sur le moteur numéro 1. Le moteur numéro 2 est au ralenti. Les pilotes sont obligés de continuer à freiner. Ils arrivent au niveau du terminal et là ils s'arrêtent encore une fois. Les agents de piste n'osent pas s'approcher de l'avion. Ils sont là, ils ont leur cale, ils ont leur équipement, mais ils n'osent pas s'approcher. Le pilote n'arrête pas de leur dire mettez les cales, mais leur formation est telle qu'on ne s'approche pas d'un avion tant que les moteurs n'ont pas été mis au ralenti et éteints. Là, avec ce boucan-là, les gens sont effrayés, n'osent pas s'approcher. Par moment, l'avion semble même échapper au pilote. C'est-à-dire que par moment, l'avion bouge et puis il s'arrête encore une fois. Les freins doucement sont en train de lâcher. Il y a un pilote d'un autre avion qui avait fini d'embarquer qui va déclencher une évacuation de son appareil parce que il a peur, et on le comprend, il a peur que si cet avion échappe à ses pilotes, qu'ils viennent percuter le sien, et les deux pourraient s'embraser dans la seconde. Donc il demande à ses passagers d'évacuer et déguerpir au plus vite. C'est ce qu'ils font. Les pilotes ne savent pas trop quoi faire, ni eux, ni le mécanicien. Et pourtant, la solution était tellement simple. Sur tous les avions de ligne, si vous prenez par exemple un 737, il a 2 réacteurs, gauche, droite, et il a aussi une APU, un système que vous entendez quand vous embarquez. C'est une sorte de turbine qui génère l'électricité, qui génère de la pression pneumatique pour démarrer les moteurs et tout ça. Eh ben, dans les moyens de lutte contre l'incendie, ils ont, un bimoteur aura 3 boutons. Il aura moteur numéro 1, rouge, APU, moteur numéro 2. Un 747, on aura 5. Les 4 moteurs, plus l'APU, un CRJ100, pareil. Ils ont tous des boutons, hein, et quand ces boutons sont activés, ils vont faire une des premières choses qu'ils font. Parce que dans la lutte contre l'incendie, c'est quoi la première chose à faire, avant même de parler, envoyer de l'extincteur dans le réacteur et tout, avant même de parler de cela. C'est quoi la première chose qu'il faut faire? Le b.a.-ba de la lutte contre l'incendie sur un moteur, c'est d'arrêter l'arrivée de carburant. Donc justement, ces manettes-là, quand elles sont mobilisées, elles font quoi? Elles arrêtent le carburant, tout de suite. Dans la seconde, le réacteur s'éteint. Les pilotes de cet appareil, ce CRJ100, n'y pensent même pas, ni eux ni le mécanicien, parce que, quelque part, dans leur façon de voir les choses, ces boutons, c'est pour un incendie. Il n'y a pas d'incendie, le moteur n'est pas en train de prendre feu.
Donc, ils ne vont jamais penser à utiliser ces boutons. Pour eux, ces boutons-là leur semblent complètement non pertinents. Pourtant, s'ils avaient utilisé ces boutons, le réacteur serait éteint immédiatement. Les pilotes, sentant qu'ils n'arriveront pas à trouver une solution de sitôt et qu'il y a tellement de carburant dans le réservoir que attendre que le carburant se termine et que ça s'arrête, il y en a pour des heures. Donc ils font quoi? Ils demandent aux hôtesses de l'air, d'évacuer les passagers par la droite. Vu que c'est le moteur numéro 1, le gauche, qui est en train de souffler à fond, ils demandent aux hôtesses de l'air de procéder à une évacuation du côté droit de l'appareil. L'évacuation annoncée, les passagers débranchent leur ceinture de sécurité, débouclent leur ceinture, se lèvent, commencent à prendre leurs affaires pour pouvoir partir. Sur ce, dans le cockpit, les pilotes se disent on ne peut pas arrêter le réacteur numéro 1, on ne peut rien faire. Mais vu que on va évacuer les gens du côté droit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le moteur numéro 2. On arrête le moteur numéro 2. Donc, ils arrêtent le moteur numéro 2. Ils arrêtent aussi les pompes hydrauliques entraînées par le courant électrique. Il faut savoir qu'il y a 3 circuits hydrauliques sur le CRJ-100. Il y a 3 circuits hydrauliques. Un qui est numéro 1 entraîné par le moteur numéro 1, le moteur gauche. Circuit numéro 2 entraîné par le moteur droit. Et le circuit numéro 3 entraîné par des pompes électriques qui utilisent du courant électrique. Les freins, il y a 4 roues sur le train d'atterrissage. Il y en a 2 qui sont entraînés par le moteur, par le circuit hydraulique numéro 2. Et il y en a 2 autres qui sont entraînés par le circuit électrique numéro 3. Donc, quand ils arrêtent les pompes électriques, ils vont déjà arrêter le circuit 3 et 2 roues sur 4 ne freinent plus. Quand ils arrêtent le réacteur numéro 2, ils vont arrêter le circuit hydraulique numéro 2. Dans les accumulateurs hydrauliques, les pompes s'arrêtent, les accumulateurs hydrauliques fonctionnent un petit moment, mais après ils vont perdre leur pression, et à ce moment-là, il n'y a plus de pression du tout pour le freinage. Ça, c'est le premier point. L'autre point aussi à considérer, c'est que quand on regarde le fonctionnement d'un frein, que ce soit sur une voiture ou sur un avion, le système de disque bloque la jante. La jante est en contact avec le pneu. Le pneu est en contact avec le sol. Finalement, c'est le pneu, avec sa friction contre le sol, qui va réellement transmettre la force de freinage au sol. Mais attention, il faudrait que le pneu soit complètement solidaire de la jante. Si on imagine un pneu qui est dégonflé, il n'est plus complètement solidaire de la jante. Ça veut dire que le pneu peut tourner, même si la jante est bloquée. Donc, toutes ces raisons, le fait que les pneus soient dégonflés et qu'ils sont libres de tourner autour des jantes, plus les pilotes qui vont arrêter les circuits hydrauliques numéro 2 et 3, fera que l'appareil, à un moment donné, perd toute capacité de freiner. Il va donc commencer à accélérer avec les passagers qui sont debout dans l'allée principale. Il va commencer à accélérer, il va commencer à tourner vers la droite, vu que le réacteur, c'est le réacteur gauche qui pousse, donc il va commencer à tourner vers la droite, il va s'enfoncer vers des barrières en métal, c'est des barrières anti-souffle. Il va frapper contre les barrières anti-souffle, et derrière il y a un mur, et puis il va aller dans le mur. Il va rentrer, le nez de l'avion va rentrer à l'intérieur du salon VIP de l'aéroport de Kigali. Une chance, il n'y avait personne à l'intérieur à ce moment-là, donc il n'y a pas plus de victimes. Dans l'avion, les gens sont projetés les uns contre les autres. Ils tombent brutalement. Le nez de l'avion est écrasé. Les pilotes qui sont à l'avant sont bien secoués. Le commandant de bord a une jambe cassée. Il réussit tout de même à s'extraire. La copilote, elle a une cheville cassée. Mais le problème, c'est qu'il y a tout le tableau de bord
suite à l'impact contre le mur, il y a tout le tableau de bord qui lui arrive sur les genoux. Il y a le toit de l'avion qui est cabossé complètement, qui est écrasé. Il y a son espace vital en fait qui est réduit. Et elle se retrouve coincée là. Pour la copilote qui est consciente, il va falloir 3 heures d'effort de désincarcération pour la retirer de là. Les pompiers doivent couper le métal, enlever les gravats, les piliers, tout ça pour pouvoir y accéder. Elle est complètement enfermée dans ce coin-là. Heureusement, elle n'est pas super atteinte, mis à part une cheville cassée. Je disais que l'avion percute le salon VIP, il reste là. Les pompiers arrivent, ils tentent d'éteindre le réacteur numéro 1 à la lance à incendie. Ils prennent leur lance à incendie, ils la dirigent vers le réacteur, ils commencent à balancer de l'eau dedans et ça ne s'éteint pas. Souvent, les pompiers sont entraînés pour éteindre le réacteur de cette manière-là, sur les avions qui sont en difficulté. Sauf que, généralement, ça marche très bien sur les réacteurs qui sont au ralenti, où on arrive à les noyer d'eau. Mais quand un réacteur est la puissance décollage, il avale tellement d'air que les quantités d'eau qu'une lance peut envoyer, en général, ne suffisent pas pour l'éteindre. Donc, le réacteur avale l'eau d'un côté, le crache de l'autre et il continue à tourner. Il y a un technicien d'hélicoptère qui était sur site, qui arrive en courant, il monte dans l'avion, il va dans le cockpit, prend la manette du réacteur numéro 1, il l'attire, elle revient au neutre, elle revient au zéro, au ralenti vol, enfin au ralenti sol, et puis il coupe tout et il arrête le réacteur. Les passagers qui sont blessés sont mis dans des ambulances. Il y en a une qui est particulièrement amochée. En réalité, il y a une passagère qui décédera. Ça va faire un mort parmi les passagers. Elle a tapé sa tête en tombant lors du choc qui a été très violent. Si elle était assise à son siège avec la ceinture attachée, ça ne serait pas arrivé. Mais malheureusement, les choses ont été telles que les passagers étaient debout, ont vu d'une évacuation. L'ambulance qui transportait des blessés va à un carrefour taper contre un motard. Le motard est tué. Il va falloir transférer les blessés sur une autre ambulance pour les emmener à l'hôpital. Et donc, vous voyez, la journée a progressivement commencé à descendre dans le chaos, et puis avec des morts quand même. 2 morts pour une broutille en réalité, pour quelque chose qui ne méritait pas autant. Les enquêteurs vont découvrir quoi? Pourquoi la manette était bloquée? Qu'est-ce qui a bloqué la manette? Et pourquoi ce technicien, quand il a ramené en arrière, elle est revenue toute seule? Alors je vous raconte. Dans le CRJ-100, ce cylindre qu'il y a autour du réacteur, en réalité, est s'ouvre en deux, comme une coquille Saint-Jacques. Il s'ouvre en deux, comme ceci. La partie qui est en haut va pivoter vers le haut, la partie qui est du côté bas du réacteur va descendre vers le bas, et le réacteur s'ouvrira comme une coquille Saint-Jacques. Pour éviter que le capot ne retombe, il y a une tige. Alors nous sommes dans un système ultra proche de ce qu'on trouve dans les voitures. Quand on soulève le capot de la majorité des voitures, on a une tige en métal, elle est arrimée dans un système de crochet, on la sort de là, on la met en support au capot, et puis quand on a fini son travail, on la remet à sa place. C'est exactement la même chose à un détail près. Le détail est le suivant. C'est que dans les avions, comme ça vibre, et que l'avion est soumis à des accélérations et tout ça bien supérieur à ce qu'on trouve dans une voiture, il y a une sorte de goupille, une sorte de tige en métal. Il y a un anneau avec une longue tige en métal qui est attaché par un fil de fer. Et quand on place cette tige de support, quand on la place dans les griffes qui la maintiennent, on rajoute par-dessus cette goupille qui l'empêchera de sortir avec les vibrations. La dernière personne qui a bricolé le réacteur n'a pas mis en place la goupille. Que s'est-il passé donc? L'appareil, au moment où il arrive au point fixe pour décoller, il met les gaz. À ce moment-là, les vibrations font sortir
La tige de blocage du capot, ils la font sortir de son logement et elle tombe où? Ses dimensions et son positionnement étaient parfaits pour que la tige tombe exactement sur le FCU, sur le régulateur de carburant du réacteur. Et elle tombe où exactement? Elle tombe sur le bras mobile du FCU. Ce bras mobile, c'est ce qui bouge quand les pilotes changent les positions des manettes des gaz. Ça veut dire que le bras du FCU part en position maximum, gaz au maximum, et au moment où il arrive dans cette position, les vibrations sont telles que la tige tombe, et elle tombe derrière lui, l'empêchant de revenir. C'est de l'ingénierie parfaite. Exactement, millimètre près, ça tombe là. Les pilotes ne pouvaient plus ramener les manettes des gaz en arrière. Suite au choc contre le mur, effectivement, il devenait possible de... parce que la tige, lors du choc, a bougé de sa place. Et à ce moment-là, le gars qui a arrêté le moteur n'a eu aucun problème à le ramener au ralenti. Donc ça, c'est un premier point. Par la suite, Bombardier va changer la configuration et faire en sorte que, même si on oublie de placer la goupille, lorsque la tige tombe, si elle doit tomber, elle ne tombera sur aucun élément vital du réacteur et elle ne bloquera ni le fonctionnement du réacteur, ni le fonctionnement de son régime. Donc ça, c'était réglé. Néanmoins, pourquoi les pilotes n'ont pas pensé au système incendie? Alors, à ce moment-là, on découvre une chose avec Jetlink, la compagnie qui employait ces pilotes, qui les employait, qui les exploitait en réalité. Parce que ces pilotes travaillaient plus que 12 heures par jour en fait. Ils étaient écrasés de travail, ils étaient épuisés et ils n'étaient pas bien formés. La formation se passait comme ceci dans cette compagnie. Ils formaient les gens, les pilotes, aux procédures dites normales. Une fois que cette formation est finie, on les met tout de suite en ligne. Ils commencent à piloter. Tout ce qui est urgence, panne moteur, lutte contre l'incendie, attitude inusuelle, les classiques, tout ce qui est situation anormale, était enseigné peu à peu, distillé littéralement au goutte à goutte, sur 2 ans. Ces pilotes n'avaient pas encore assisté au cours sur la lutte contre l'incendie du CRJ-100. Donc, ils se sont retrouvés complètement démunis quand ils ont eu ce problème. Ce problème était également décrit dans le QRH, dans les documents de l'appareil, où les pilotes sont censés aller regarder quand ils ont un problème, et tout est décrit là. En plus, il n'y avait pas péril en la demeure, ils étaient en vol, ils auraient pu, n'importe quel pilote est entraîné pour, dans la minute littéralement, trouver n'importe quelle information là-dedans. Ils n'ont même pas eu le temps, ils n'ont même pas eu l'idée de regarder là-dedans. Auquel cas, c'était écrit que il fallait utiliser le système, le robinet incendie, pour arrêter l'arrivée de carburant sur le réacteur. Toujours est-il que ceci sonna le glas de la coopération entre Rwandair et Jetlink. Les avions le contrat a été arrêté, l'appareil qui était toujours fonctionnel a été renvoyé à domicile, c'était fini de leur contrat, et même un peu plus tard, c'est Jetlink complètement qui coula. Voilà, donc c'est une histoire assez étrange où l'appareil était revenu à une urgence, était au tarmac, était au parking, et on finit avec 2 morts à partir de là. Alors qu'on pensait que tout était réglé. Merci d'avoir suivi jusque-là, mes amis, puis on se voit dans une autre vidéo.